Produit avec le soutien de la MDJS. Bienvenue les amis sur Radio Maalif. Nous sommes toujours là et nous sommes prêts à vous présenter deux icônes avec deux individus devant moi qui sont... Non, tu es prêt à présenter deux icônes qui vont parler de deux individus. Non, je vais vous présenter moi deux icônes. La première s'appelle Mouna Belgeleni, grande icône de Radio Maalif. Et la deuxième icône, c'est une icône immense, à la fois une icône du WAC, de la télé, du cinéma, une icône du petit, du moyen et du grand écran. Vous pouvez la voir. La radio aussi, tant qu'à faire. Voilà, la radio, vous pouvez la voir en tweet, en image, même en fast-food. Un peu trop d'ailleurs. Amin Rahmouni, salut. Bonsoir, très cher ami. Voilà, alors, présentez-vous, hein, je sais pas. Mieux que ce que tu viens de faire? Difficile. Impossible. C'est difficile. Ah oui. Bon, alors on va rentrer dans le sujet. Voilà, On rentre dans le le vif. sujet. En tout cas, je suis contente d'être là. Hein? Je suis contente d'être là. C'est une jolie équipe. Voilà. De qui tu parles? Qui commence déjà? Moi, je veux bien Camille. Quand même. Allez, vu Mouna le demande, je vais... Sa galanterie naturelle n'a pas résisté à cette invitation. Non, c'est très difficile de dire non aussi. Moi, j'aimerais parler d'un personnage, véritablement. Avant de parler d'icône, j'aimerais parler d'un personnage, parce que c'était un véritable personnage du foot marocain, décédé il y a cette année, malheureusement, à l'âge de 75 ans, qui était Abdelkhalq Louzani. Personnage truculent, fort en gueule, c'est un monsieur à qui on peut adjoindre un paquet de qualificatifs, qu'on serait encore loin de la réalité, tellement ce bonhomme-là a marqué de son empreinte, je pense, le foot marocain, pas forcément d'un point de vue technique, mais par sa présence. Sa présence parfois envahissante, mais sa présence quand même. Donc Louzani, que je pourrais... l'ayant bien connu, catalogué en deux phrases, on va dire. Louzani, c'est d'abord un acte manqué, avec une Coupe du Monde, l'équipe nationale 94, effectivement, où il débarquait au match dernier qui doit nous y qualifier. Et une grande histoire d'amour avec un seul club, qui n'est pas celui de sa vie, qui est donc Olympique de Khouribga, qui va entraîner 4 fois, au gré de ses humeurs et de sa disponibilité. Et de la météo. Et de la météo aussi, parfois. Et Louzani était comme ça, parce que Louzani est un soirée. Un vrai soirée. Donc je pense que souvent je lui disais que le vent il avait un peu trop soufflé dans la tête. Mais c'est un soirée avec toute la gouaille qui va au soirée. C'est un monsieur qui parlait beaucoup, qui avait un avis sur tout, mais un avis extrêmement arrêté, parfois violent aussi sur les gens. Mais c'est un monsieur que les gens aimaient beaucoup, soit le détestaient beaucoup. C'est-à-dire qu'il était extrêmement clivant. Okay. Abdelkhalq Louzani donc est né à Souaira, dans un quartier populaire qui s'appelle Bni Antar, en 1945. Et comme tous les soirées, il va commencer à jouer au foot où? Sur la plage. Parce qu'ils ont effectivement une plage monumentale, en fait. Copacabana. Copacabana, effectivement. Et, en plus, c'est l'Atlantique, ça veut dire que la marée basse, et là, tu peux jouer au foot. Tu peux jouer avec un sol dur. Voilà, exactement. Donc, d'ailleurs, il s'est régalé. Parenthèse pour signaler à quel point j'étais déçu le jour où j'ai découvert le beach soccer. Il y a où le ballon ne roule pas. Où le ballon ne roule pas. Alors que chez nous, tout le monde descend. Effectivement. Et attend la bonne heure pour jouer là où le ballon roule, avec la touche étant la vague et la touche haute étant le sol sec. Étant la fatigue. Quand tu peux pas aller plus haut. Quand tu peux plus monter, tu sais que ça va aller sortir. Avec des 1-2 qui impliquent la gravité. Exactement. Et c'est comme ça en fait que Abdelkhalq Louzani commence à tâter du ballon. Et c'est comme ça qu'il se forge un physique hors norme. Parce que, je le dirai plus tard, il a effectivement un physique qui sort de l'ordinaire. Pas très très grand, relativement trapu, extrêmement costaud, extrêmement endurant. Et un béret. Et un béret, qui viendra par la suite. Donc le foot, en fait, après la plage, il l'attaque dans son club de sa ville, qui évolue à l'époque en 2e division, qui s'appelle l'ASS de Souaira, où il va jouer pendant 3 ans. Donc il joue de 60 à 63. Et en 62, pendant qu'il joue un match de Coupe du Trône à Casablanca, contre une équipe qui s'appelait le Michel, qui n'existe plus, il est repéré, approché par un grand monsieur du foot marocain qui est aujourd'hui décédé, qui a un tournoi qui porte son nom, qui est Fun Tifi. Donc il y a Fun Tifi, patron du RAC. Qui a même un podcast à son honneur. Donc à l'époque, ce monsieur-là était patron du club du Racing de Casablanca, qui est le plus ancien club marocain, il me semble, centenaire, en tout cas c'est certain. Il est approché donc par Ntifi, qui était secrétaire général de la fédération de l'époque, et il y avait aussi le secrétaire général du club d'Anderlecht, qui est peut-être
à l'époque le club le plus emblématique de Belgique, et peut-être même d'Europe, parce qu'à l'époque c'était un club qui comptait. C'est un grand nom, Effectivement. Anderlecht, ouais. Donc il y a Abdelkhalq a 17 ans, donc ils viennent le voir, et le gars d'Anderlecht lui pose une question simple et dirait: est-ce que tu veux venir jouer chez nous, tout simplement. Abdelkhalq, comme le vent a beaucoup soufflé dans la tête, ne réfléchit pas beaucoup, il dit oui, sans savoir aussi qu'il allait mettre les pieds. À l'époque, il sait juste où se trouve la Belgique, et encore, donc il sait que c'est en Europe, mais c'est un football qu'il ne connaît pas, il n'y a jamais été, il dit oui, je veux aller jouer en Belgique. Donc en 63, ils viennent le chercher, donc un an plus tard, enfin la fin de la saison 62, donc 63, on vient le chercher, et on l'embarque, il a à peine 17 ans, 17 ans et demi, on le met dans un centre de formation, et dès qu'il a ses 18 ans, je ne sais pas pourquoi, peut-être une majorité footballistique, on l'intègre à l'équipe première. Et c'est une performance pour l'époque, parce qu'à l'époque, Anderlecht étant une équipe d'Europe qui compte, elle n'était composée que d'internationaux. Que d'internationaux, c'est-à-dire que des joueurs de très gros calibre, et Abdelkhalq Louzani. Donc tu avais des internationaux hollandais, des luxembourgeois, des anglais. En fait, Abdelkhalq Louzani, c'était le seul titulaire qui n'était pas capé, c'est-à-dire qui n'était pas une cape en équipe nationale, qui n'était pas joué pour son équipe nationale marocaine. Anderlecht, il reste qu'un an. Il reste qu'un an parce que bon voilà, je pense que le club est trop surdimensionné, pour un joueur de son calibre. Il est encore jeune, il a encore beaucoup à apprendre. Donc en fait, il rejoint le deuxième club où il va faire toute sa carrière essentiellement, qui est le Crossing et les Wicht, où il va rester pendant 10 ans effectivement jusqu'en 77, où il va faire toutes ses gammes footballistiques, mais où surtout il va se découvrir entraîneur dans l'âme. D'accord. C'est là en fait où il va beaucoup galérer physiquement parce qu'il fait froid. Tu peux nous redire le nom du club, s'il te plaît? C'est le Crossing V Ouais. et les Wicht. VV, c'est un W, tu veux dire? Non. V, je connais la différence entre le V et le W. Et les Wicht, je dirais ça comme ça. Et en fait, c'est là-bas en fait où il va beaucoup galérer, physiquement d'ailleurs, parce qu'il fait froid, les terrains sont gelés, ils sont durs, ils vont lui bousiller les genoux. D'ailleurs, vers la fin de sa vie, c'est un monsieur qui boitait beaucoup parce qu'il a quasiment plus de cartilage, mais où il va en fait découvrir ce que c'est que le football et la rigueur tactique du football. Parce qu'à l'époque, voilà, la formation belge était connue comme étant une formation qui était certes diplômante au niveau mondial, mais surtout une formation très exigeante au niveau tactique. Donc c'est là-bas en fait où il fait ses gammes pour entraîner par la suite. Il ne reste pas au Crossing et les Wicht. VV. Voilà. Il se finit pour une dernière année en fait à Charleroi, au club de Charleroi, une dernière piche avant de rentrer au Maroc. Ce qu'il fait donc. Charleroi, non, qui n'est là juste pour détendre Amine sur la prononciation. Effectivement. Il est parti à Charleroi pour lui faire plaisir. Mais à Charleroi, il y va davantage pour entraîner parce que c'est une équipe qui est en D4 à l'époque. En fait, c'est une équipe qui venait d'être créée, qui regroupait deux quartiers, dont le tristement célèbre. Oui, très jeune, dans le tristement célèbre quartier belge de Molenbeek en fait. Donc en fait, il se finit à Charleroi pour une saison où il est entraîneur-joueur et surtout entraîneur. Et c'est là en fait où il va découvrir sa vocation qui va le mener donc au Maroc. Et c'est comme ça qu'on va le connaître. Je peux te poser une question bête? Toutes celles que tu veux. Si elle a pas... Comment on passe de joueur à entraîneur? On décide ou c'est le club qui... Non, tu passes un diplôme. Tu passes un diplôme tout simplement. Et quand ta carrière se termine, tu peux être joueur-entraîneur. Parce que là, il est jeune justement. Oui, le diplôme, tu passes, mais tu peux être joueur-entraîneur. Tu peux être joueur dans ton équipe et entraîneur dans ton équipe. Il y avait qui c'est qui le Viali, effectivement Viali. l'a fait. À haut niveau, à bas niveau, il y en a beaucoup. Oui, à bas niveau, beaucoup, mais à haut niveau, Viali le faisait à Chelsea, me semble. Chelsea. D'accord. Non, c'est une question de formation académique qui est validée par un diplôme que tu peux faire en parallèle de ta carrière. Après toi, quand est-ce que tu décides d'arrêter de jouer au foot et de passer à ça te regarde. Tu vas dans un autre marché ou tu peux continuer dans cette équipe. Non, ça répond à ma question. Je me demandais si justement l'équipe décidait un jour de nommer un tel entraîneur sans passer par la case de formation. Ce qui est intéressant dans ce parcours-là, c'est que c'est un parcours classique, pas être footballeur-entraîneur. Mais en général, tu finis ta carrière, ensuite tu vas sur les bancs de l'école. Lui, donc, s'il a commencé sa formation en étant encore joueur, ça veut dire qu'il avait une vraie passion pour ça. Et voilà, ce qui lui a permis d'enchaîner. D'ailleurs, quand il commence, l'équipe est en D4, est en division 4. Donc c'est vraiment 4, c'est l'échelon 4 fois inférieur à l'échelon où il évoluait auparavant. Donc véritablement, il a fait ses premières gammes, effectivement. Donc dans la foulée, il rentre au Maroc en 82 et sa carrière footballistique en tant qu'entraîneur au Maroc commence en 83. Et surtout sa tournée des Grands Ducs parce que c'est un entraîneur qui va faire quasiment comme tous les entraîneurs de l'époque, tous les clubs marocains, sauf le Raja. Il est passé par le Wydad, sauf le Raja, mais je pense qu'il fait tous les clubs. Il commence donc par Tétouan, où il reste un an seulement, donc de 82 à 83, avant de commencer son histoire d'amour avec l'Olympique de Khouribga. C'est une histoire d'amour en pointillé. Effectivement. Ouais. Mais c'est Khouribga que les Marocains ont découvert Lausanne, effectivement. Donc avec Khouribga, il est vice-champion du Maroc en 84, ce qui est une performance pour ce club-là, pour l'époque. Et il y reste pas longtemps, il fait un an par club en fait. C'est un garçon qui avait pour lui d'avoir une très grande gueule. Un peu psychorigide.
Un peu trop même. D'ailleurs, c'est ce qui va lui jouer beaucoup tôt par la suite, notamment à l'apogée de sa carrière en tant que sélectionneur de l'équipe nationale. C'est surtout ça, en fait, c'est pas tant les résultats, parce qu'on était à un match d'aller en Coupe du Monde. Par la suite, il enchaîne les clubs. Donc, il fait le Fatih de Rabat en 85, il fait ensuite le Mat, il fait l'Ittihad de Tanger un an plus tard, il revient encore à Rebga avec laquelle il décroche un titre de vice-champion, donc il finit second. Et c'est là ensuite où il va au Kaukab pendant 2 saisons. Et ce qui est une performance en soi, parce que lui qui est resté qu'1 an par club, là il signe pour 2 ans. Et c'est là en fait en 92 où il vit la consécration, mais aussi le drame, à mon sens, de sa carrière. Il est nommé par Hassan Daoud en 92. Il succède à l'entraîneur allemand à la tête de l'équipe nationale, qui était Holk Werner. Holk Werner qui, de tête, a réalisé un geste technique qui est connu chez nous sous le nom de Bet Masbah. C'est-à-dire à la fin d'un match loupé, il a pris l'avion, il est parti sans demander ni indemnité. En fait, Holk Werner, c'était un monsieur qui nous a accompagnés pendant la CAN 92 où on saute du premier tour. Et il nous accompagne aussi au JO, où on saute aussi au premier tour. Et je pense que c'est suite au JO que Bet Masbah. Je sais pas, je crois que c'est contraire. Bref. Okay. Ou le contraire. Enfin, bref, ouais. on fait les JO et une CAN catastrophique. Il faut dire aussi qu'à l'époque, on sortait des années 80, où avec Faria, on avait quand même une équipe d'une certaine dignité. Il y avait de l'espoir. Et l'après-Faria était un petit peu difficile. Chaotique. Louzani arrive, voilà. Donc en fait, il arrive, il redonne confiance au groupe. Et il devient quasiment, excuse-moi, je te coupe, hein, mais c'est un entraîneur marocain, Louzani, bien sûr. Avant lui à Werner, avant lui à Faria. Ah, donc ça. 2 têtes avant lui, ouais, il doit avoir Cluzo. Il y a eu peut-être. Enfin bref. Donc le fait qu'il y ait un Marocain. Et ça marche. C'est-à-dire que, bon voilà, après 86, on avait été en Coupe du Monde, on rate celle de 90, mais grâce à Louzani, on est bien positionné en fait pour aller en Coupe du Monde 94. Il nous restait un match à faire contre les Zambiens. Et en fait, l'histoire voudrait que c'est suite au match aller où on s'incline à Lusaka contre la Zambie que Louzani est débarqué. Donc à un match de la Coupe du Monde et remplacé par Feu Blinda. Sachant que les gens qui sont un peu dans le secret du Dieu savaient que c'était pas pour des raisons sportives qu'il était débarqué, mais surtout parce que c'était un garçon extrêmement psychorigide et qu'il avait des problèmes avec certains joueurs de la sélection qui étaient imposés à l'époque par des grands noms du football marocain, notamment l'axe Rabat-Marrakech. Rabat-Phare, ouais. Voilà, Rabat Kaukab, donc Rabat Marrakech. Donc pas mal de joueurs étaient voilà, donc relativement indisciplinés en plus. Et Louzani, ça avait bien une chose avec laquelle il badinait pas, c'était la discipline. C'était vraiment quelqu'un, pour reprendre le terme de Reda, d'extrêmement psychorigide. Surtout sur ses idées, des idées extrêmement arrêtées, mais également effectivement sur le comportement. Mais ce qui a été dur, moi je me rappelle cette période, il y a 2 choses qui sont dures. La première, c'est que il y a eu une campagne médiatique. Je me rappelle très bien de Mounserrab. À l'époque, ça tirait à 100 000 exemplaires. Le Mounserrab, c'était un journal qui sortait 2 fois par semaine. Quotidien. Voilà, qui à l'époque où le Maroc jouait, enfin, on avait tous le Mounserrab. Quand on allait au stade, etc., il y avait Louzani Barra. Comme ça, en première page, voilà. Ça, il y avait cette campagne. Et le public aussi. Il y avait le public, voilà, et parce qu'il s'était mis à dos des gens mais pour des raisons vraiment de discipline. Louzani, c'est le bonhomme où si tu arrives 5 minutes en retard, même si tu t'appelles Messi ou Ronaldo, voilà, tu peux faire intervenir qui tu veux pour être réintégré. Si Louzani dit non et non. Tu vas reculer encore plus. D'ailleurs, il y a une anecdote qui a beaucoup couru, que j'ai pas eu l'occasion de vérifier avec le principal intéressé, qui est Mustafa Hadji. Si, mais c'est moi qui l'a raconté. Ah ouais, parce que c'est quand il arrive. Quand il arrive, effectivement. Donc en fait, Mustafa Hadji, son premier match qu'il fait, c'est avec Abdallah Blinda qui remplace Mustafa Hadji, icône du football marocain, ballon d'or africain, voilà, super carré avec l'équipe nationale. Quand, en fait, l'histoire, enfin, nous, ce qu'on retient, c'est que Mustafa Hadji fait son premier match en novembre, il me semble, 93, contre la Zambie. J'étais au stade dans peut-être le plus beau souvenir footballistique de. Il était toujours au stade. Quand il n'est pas dans le stade, ils font pas des bons matchs. Non, pas forcément un bon match. Voilà, c'était une super ambiance. J'étais au stade, c'était une super. Honnêtement, c'est mon plus beau souvenir footballistique. Ça, je l'oublierai jamais. Et en fait, on découvre Mustafa Hadji, qui était à l'époque en D2, il me semble, à Nancy. Il était à Nancy, il était meilleur buteur de Nancy. Il avait joué un match contre Nice où jouait Haddaoui. Haddaoui lui avait dit: est-ce que tu es marocain? Et il a dit oui. Il a dit: est-ce que tu vas intégrer? Il avait. Voilà, et donc lui devait débarquer au Maroc au mois de février-mars. Par contre, là, l'anecdote, tu la connais bien avant. En fait, il reçoit cette convocation de l'équipe du Maroc suite à cette discussion avec Mustafa Haddaoui. Voilà, c'est 2 Mustafa. En fait. C'est pour ça que j'ai bugué. Voilà. Et c'est la fête dans la famille Hadji, parce que c'est la sélection pour l'équipe du Maroc pour des gens qui
Le papa est mineur en Lorraine, voilà, c'est une vie dure et on trouve comme ça la consécration. Et il débarque, il arrive, il n'y a personne qui l'attend à l'aéroport, il arrive à la Marmora et il tombe sur... Il prend un taxi et il tombe sur Louzani. Il a le malheur de tomber sur Louzani. Je connais ça, j'ai une convocation. Non, les jeunes, c'est là-bas. Parce que les jeunes, c'est l'équipe A. Je te connais pas, je t'ai pas appelé. Merci. Voilà. Il est reparti. Et à ce jour, on ne sait pas qui l'a convoqué en fait. C'est Moustapha Hadji qui m'a raconté ça il y a 3-4 ans, juste avant le. Non, plus, il y a 4-5 ans, mais je veux dire, c'est récent. Il sait pas. Et quand il reçoit la deuxième convocation de Blinda, il se dit on va encore me faire le coup. C'est ça, il veut pas venir. Voilà, sauf qu'il arrive et il est. Mais c'est tout à fait Louzani, c'est-à-dire si tu marches sur ces plates-bandes, tu le payes. Voilà, il pouvait être Messi que. Mais il y a une notion d'injustice dans cette éviction de Louzani de l'équipe nationale parce que exactement la cause qu'a cité Amine, c'est-à-dire les bisbilles entre les phares et le Kaukab pour rester sur le nom des institutions et non pas des gens qui les dirigeaient, qui étaient des gens très puissants au Maroc. Un militaire et un policier. Il y avait ce côté très très dur dans leur. C'est cette mauvaise relation qui a créé la mauvaise Coupe du Monde 94, où Blinda, qui s'est retrouvé au même poste que Louzani, a dû subir ce que subissait Blinda avec peut-être moins d'armes pour résister. Et il a craqué, voilà. Et ça a été une super mauvaise Coupe du Monde. Voilà. Et finalement, l'éviction de Louzani, voilà, a laissé le champ libre à leur lutte d'influence. Et lutte d'ego, c'est une lutte d'ego. Hein. Ils comptaient les joueurs des phares et les joueurs du Kaukab. Ils faisaient des remplacements Blinda, voilà, pas des remplacements politiques. Voilà. C'est ça. Donc en fait, Louzani vit très mal son éviction, parce que comme disait Reda, effectivement, c'était pas juste une éviction sportive, c'était une éviction même populaire de la part des médias, de la part des gens. Et je me rappelle de mots. À un moment, il vient entraîner le Wydad, il me semble, il y avait des mots très très durs envers lui. Mais je me rappelle, Louzani a été l'un des premiers pour moi à être conspué, pour rester poli, en plein match par 88 personnes ou 70, enfin par beaucoup de monde, quoi. Et pour quelqu'un d'extrêmement fier comme lui, le Souhairi qu'il était. C'était très très dur à vivre. Donc quand il est viré de l'équipe nationale qui va réaliser un mondial médiocre, hein, on peut le dire sous l'ère Blinda, donc il reprend son bâton de pèlerin et il retourne encore une nouvelle fois à Khouribga. Et là, il a une grosse effectivement. et là, il a une grosse revanche en fait sur la vie. Et il a une belle équipe. Et effectivement, il a une très belle équipe où il fait. Khouribga venait faire finaliste de la Coupe du Trône, étant entraîné par Faria, d'ailleurs l'entraîneur qui a emmené le Maroc en Coupe du Monde 86, et là avec Khouribga effectivement 96 il gagne la Coupe arabe effectivement des vainqueurs de coupe mené par un individu qui mériterait son statut d'icône rien que pour sa touffe. Ouais, c'est un héros capillaire. Exactement. Et il perd la Super Coupe, la finale de la Super Coupe arabe face donc Ahli, l'illustre club égyptien, dans la foulée en 97. Donc en 97, quand il perd ce match-là, il quitte et il reprend son bâton de pèlerin. Fus, Meknes, Mohamedia, Dif Al-Hassan Jayi, toujours 1 an, 2 ans au grand maximum, avant de prendre la jeunesse sportive Messira en 2002 et se finir en fait encore une fois à Khouribga, où il succède à un monsieur aussi qui a pas mal bourlingué, qui était le Mrini. Prend un club en déliquescence, c'est à la 11e place, donc on est en 2011-2012, et c'est à partir de là, en fait, il y a 5 ans où il commence à fatiguer. Il a 65 ans à l'époque, et c'est là, en fait, où il arrête sa carrière d'entraîneur pour devenir consultant pour les médias. Et là, c'est là. Et là, la nouvelle vie commence. Je peux t'assurer pour l'avoir vécu avec Reda, tiens. Alors, c'est du second degré, là? Ouais. Non, c'est vrai. C'était un monsieur qui avait une analyse fine du football, parce qu'il le connaît bien, mais surtout qu'il n'avait pas ça dans sa poche. C'est-à-dire que tout ce que les techniciens retenaient sur un plateau télé ou radio, lui ne se gênait pas pour le dire. Je t'explique un truc très important. Dans le monde comme ça des anciens footballeurs, des anciens entraîneurs reconvertis sur les plateaux télé, c'est plutôt, tu vois, c'est des postes un peu de rentier où tu arrives, tu veux vexer personne. Voilà, les lois contre le Raja, tu es là, tu vois, bonne première mi-temps, un manque d'efficacité. Tu balances comme ça un petit robinet d'eau tiède. Voilà, parce que tu es fatigué, tu le et puis surtout, ce que Reda ne dit pas, c'est qu'effectivement, ces gens-là sont comme ça, mais ces gens-là, quand ils viennent dans les médias, c'est dans l'espoir de retrouver un club très très vite derrière. Voilà. Et beaucoup le faisaient notamment. Et lui, il s'en fout. Il avait une sorte de contrat avec la fédération qui lui, voilà, parce que c'est un formateur. J'ai oublié de préciser. Louzani est avant tout un formateur. Avant d'être un grand tacticien c'était un meneur d'hommes et surtout un formateur. Il incitait beaucoup pour ça. Il y a eu beaucoup d'anecdotes d'ailleurs pendant l'équipe nationale où tu avais des joueurs qui venaient parfois des professionnels qui n'avaient pas les bases, où il m'explique que ces gens-là n'avaient pas les bases de la culture technique. Donc il y a des joueurs à qui il a refait
l'éducation footballistique, parfois jusqu'aux larmes. C'est-à-dire certains joueurs ont pleuré parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce genre de quelques exercices que lui leur imposait de faire, qui étaient effectivement, notamment au niveau de la lui pour lui il y avait des choses qui étaient très importantes comme la coordination. Un puriste. Voilà, exactement. Un puriste tu pouvais avoir la géographie dans l'espace. Voilà. C'est des mots techniques à lui qu'il adorait mettre un peu, mais c'est des choses qu'il mettait en pratique, qu'il essayait de mettre en pratique dans les clubs où il est passé. Et quand il passe à la radio, qu'on a eu Reda et moi, ou même à la télévision d'ailleurs qu'on a accompagné, c'était quelque chose qui revenait souvent. Non mais pardon, tu peux avoir une discussion à la radio où tu vas expliquer, Amine sortir son très beau vocabulaire, va dire voilà, première mi-temps de ce milieu de terrain X, ça manque de performance, de capacité de pénétration, de sûreté. Et lui va te dire il est nul. Voilà. Alors, je voulais pas, dès qu'on est ouvert cette brèche, je voulais pas m'y engouffrer, mais Louzani avait une particularité, c'est que tout le monde était un imbécile. Le terme c'était imbécile. Un tel, mais en direct, sur les ondes. Un tel, non, c'est un imbécile. C'est merveilleux. Ce qu'il a fait est imbécile. Lui, et par la suite, de manière très didactique, et il professait en fait la chose, et il t'expliquait pourquoi un tel était un imbécile, et voilà comment il aurait dû faire. C'est merveilleux. Et bien sûr que c'est merveilleux parce qu'il n'y a pas de faux semblant, il ne jouait pas. Oui. Et c'était un bonheur de le côtoyer, que ce soit hors antenne ou sur l'antenne, parce que tu le retrouvais en fait, quand même, littéralement, partout. Donc voilà, après. C'est blanche et bleu de sa ville natale. De sa ville natale, et là il tombe malade vers la fin de sa vie, donc vers 2016-2017. Et ça s'est terminé par ce satané virus qui nous l'a enlevé donc en février 2021. Ouais, bon. Voilà. Je ne connaissais pas du tout, mais je sens que ce personnage... Tu sais, le foot, quand tu prends un peu de recul, au-delà de qui gagne, qui perd, qui joue bien, c'est la fabrique d'émotions. Et pour moi, les émotions se produisent, se fabriquent sur un terrain, mais se fabriquent aussi dans les tribunes, et se fabriquent aussi dans les plateaux télé ou radio. Voilà. Ce sont des émotions différentes, d'intensités différentes, mais ça fait partie de ce qu'on est en train de vivre, qui est une histoire. On est en train de vivre une histoire. C'est pour ça que la sécheresse des statistiques a beaucoup de mal à rendre compte des rapports qu'ont certains acteurs de ce monde, qu'ils soient sur les plateaux, dans les tribunes, ou voilà, il y a même des grands acteurs du foot dont on connaît même pas les noms. Il y a des gens qui ont écrit des chansons que tout le monde chante, qui sont pas publiques, mais ils font partie de l'histoire. Et Louzani, il fait partie de cette histoire dans plusieurs postes. Et ce personnage un peu bougon, avec sa casquette comme ça, ses jugements définitifs, voilà, qui a été victime officiellement d'une cabale, il faut le dire, et d'une injustice, il faisait partie de ce monde-là, dans le rôle du bonhomme. Il transportait son personnage comme une sorte de mauvaise conscience collective de ce qu'on faisait subir à nos cadres. Mais c'est vrai, c'est ça. Et après, il va te dire que c'est Amine Rahmouni avec son joli vocabulaire et langage. C'était la mauvaise conscience. Tu vois, c'est très, très intelligent. Voilà. Et j'ai oublié de dire deux choses. C'est un monsieur d'une culture incroyable. C'est un monsieur très curieux, très ouvert sur le monde. C'est contrairement, et là je vais mettre peut-être le pied dans le plat, mais je vais le dire quand même, contrairement à beaucoup de ses congénères et l'entraîneur qui eux sont très bornés, très foot et peu voilà. C'est un monsieur qui lisait beaucoup, c'est un monsieur qui était très curieux. Il s'intéressait à l'humain parce que il voulait former des jeunes quoi. Il voulait former des jeunes et c'était super sympa de se poser avec lui. Ouais. Et il avait sa grosse fierté, c'était ses filles. Donc ils font des études formidables en Europe. Et dont il parlait tout le temps. Et c'est sur cette note-là que j'aimerais terminer, que j'aimerais garder l'image que j'aimerais garder de lui. Enchaînons noblement en nous tournant vers... enfin, nous, c'est moi. Oui. Et moi aussi, par la même occasion. Voilà. I, comme dit Bob Marley. Mouna, qu'as-tu dans ta besace? Dans ma besace, je m'attaque à une sommité. J'ai très peur, d'abord parce que c'est une sommité, puis parce que dans l'audience, dans l'assistance, il y a un fan. Qui Hamza, qui... Non, on va arriver à ce sujet-là. Alors, Abdelouheb Doukali est la personne que j'ai choisie, parce que c'est une icône, qu'on le veuille ou non. Pareil, qui a d'abord investi nos transistors et nos radios et nos télévisions dans les années 80-90, et voilà, mais c'est une icône pour plein de trucs. Et je ne sais pas si c'est le bon terme, mais... j'ai envie de le qualifier d'homme orchestre parce que quand j'ai un petit peu pioché, que j'ai un petit peu cherché des infos sur lui, je me suis rendu compte qu'il faisait beaucoup de choses, que c'était un caméléon, exactement. Et pareil, un Highlander aussi, parce que au fil des années, il a su changer tout en restant fidèle à lui-même. Alors pour la petite histoire et le petit côté biographie, histoire, il est né à Fès, mais Doukali, figurez-vous. Parce que son nom, en fait, il est de Doukala. Et en fait, ça fait aussi partie de ce côté multifacette parce que c'est contrairement au footballeur Karim Maroc qui est
Pas marocain? Algérien. Coupe du Monde 86. Ça va être difficile à porter, ça. non, mais ça aussi. Non, mais c'est vrai. Tiens, Jawad Zaheli qui est marocain aussi. Hein. Ça va dans les deux sens. En tout cas, multifacette parce qu'il parle à différents types de personnes, donc Doukali, Fassi, mais aussi Casablancais, puisqu'il va s'y installer assez jeune après le décès de son père, et il va devenir Casablancais d'adoption et de cœur. Alors, multifacette parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il compte plus de 100 chansons dont on connaît beaucoup et qui ont vraiment marqué le paysage musical marocain, mais aussi étranger. Multifacette parce que depuis ses débuts, il a touché à plein de styles. Il a دخل شوية القناوي من الأولين دخل شوية الأندلس دخل شوية الحوزي. Bref, il a commencé le panaché musical très tôt. Et aussi multifacette parce que c'est quelqu'un, quand on voit aujourd'hui sa discographie, qui a chanté en dialecte égyptien, en syrien, en français, en anglais, en espagnol, ouzid, et allez savoir ce qu'on ignore. C'est aussi quelqu'un de multifacette parce que rien ne lui fait peur en fait. Quand on voit tout ce qu'il a chanté, il y a des chansons engagées. Je pense notamment à Souk al-Bachariya. Il y a les fameuses chansons qu'on a tous eues. Sebt Bellil ou Sahara Diel Sebt. Et Ouzid. Et puis il y a cet épisode aussi. Il a chanté. Enfin voilà, il a rendu hommage à d'autres avec la Haymohim. La liste est très longue, je vous dis plus de 100 titres. Et il y a aussi ce côté un peu... le personnage, en fait, l'aura... Flamboyant. Voilà, ce côté dandy, sa façon de s'habiller, sa façon un peu à la Alain Delon de parler de lui à la troisième personne. Ce ego trip. Ce ego trip. Et voilà, ce personnage, je le trouve absolument extraordinaire. Décomplexé, je ne sais pas, mais en tout cas, fascinant. Écoute, fascinant. Et tellement fascinant qu'il a fasciné quelqu'un dont on n'attendait pas qu'il soit fasciné. Dis-moi parce que je me retourne vers la moitié de Radio Ma'arif, Hamza, notre ingénieur du son, qui écoute beaucoup de métal et qui aime beaucoup Abdouhab Doukali. Donc, avec son petit sourire en coin, je ne sais pas si c'est de l'ironie. Non, il est fan. C'est vrai. Il est fan, c'est pour ça que j'ai peur de. Parce que il y a des gens qui sont loin de ce monde, comme Hamza. Pour lui, c'est une sorte de Meatloaf ou Queen. C'est-à-dire que c'est un bonhomme qui dépasse son stade, qui repousse les limites. Mais par contre, je vais t'embêter un petit peu. Bien sûr, embête-moi. Voilà. Est-ce que tu connais cette séquence gênante, objectivement gênante, où il rappe? Bien entendu. Voilà. Bien alors, la question est, que fait-on? Mais elle est gênante pour qui? Là est la question. Je m'excuse, je dois maintenir la crédibilité de ce podcast et je ne peux pas valider un dossier qui contient une pièce pareille, sauf si on en parle. Tu connais cette séquence? Oui, je l'ai vu. Voilà. Donc, dans cette séquence où il t'explique qu'il a inventé le rap. Exactement. C'est catastrophique ce qui se passe après. C'est un accident musical, où il fait douda, didouda. Alors, ma question est, que fait-on de cette partie? Est-ce qu'on estime que la première partie, qu'est-ce qu'on fait des dérapages? Voilà, qu'est-ce qu'on fait des dérapages? C'est une question difficile. Si tu veux m'embêter, mais moi, quand les personnages sont flamboyants comme ça et qui sont hauts en couleur, je trouve que les dérapages rajoutent une couleur en fait au kaléidoscope. Moi, perso, quand je vois ça, je me dis c'est du Abdouhab Doukali, quoi. D'accord, tu le mets dans son CV. Oui. D'accord. Amine, qu'est-ce qu'on fait avec les dérapages? Après, le rap, je ne sais pas. Je sais pas quoi te dire. C'est difficile. J'essaie de réfléchir à quelque chose d'intelligent, mais c'est un dérapage qui est malheureux parce que c'est un dérapage qui est très utilisé sur les réseaux sociaux. Oui. Ma question, c'est est-ce qu'il en avait conscience que c'était un dérapage ou pas? Parce que s'il en a conscience, donc qu'il en joue, c'est pas un dérapage. C'est-à-dire que c'est une manière de faire de buzz. Je crois qu'il l'assume. Moi, je crois qu'il l'assume. Oui, alors, l'assumer, c'est a posteriori. Mais au moment où il le fait, est-ce qu'il en a confiance? Est-ce qu'il en a conscience? Moi, je crois que quand on regarde un peu sa carrière et le personnage, un des fils conducteurs de son parcours, c'est que rien ne lui fait peur. Il n'a pas froid aux yeux. C'est ce côté un peu panache, qui peut tomber à côté de la plaque comme ça. Mais je pense qu'il est au premier degré. Et moi, je la rajoute, effectivement, comme tu dis, au dossier dans le personnage qui n'a peur de rien. Voilà, qui n'a peur de rien. Complètement. Ça fait vraiment partie de ça. Et puis, oui, le personnage, moi, je trouve vraiment, je ne sais plus quand est-ce qu'on avait eu cette discussion, mais voilà, il y a des personnages comme ça, on a presque l'impression que leur vie, elle est faite pour être visualisée comme un film ou pour être lue. Et lui, c'est un peu ça, parce que, voilà, en plus du personnage qu'on connaît, télévisuel et audio et
toutes ces choses-là dont tu parles, Reda. Il y a aussi un petit côté romancé de ce petit garçon donc qui naît à Fès, d'une famille de 10 personnes. Je crois c'est le petit dernier, et il perd tous ses grands frères et sœurs donc décèdent, et il arrive à Casablanca. Il s'installe donc à Casablanca avec sa mère. Et voilà, c'est le petit garçon qui arrive de Fès, qui voit un grand immeuble pour la première fois et qui demande ce que c'est que ce truc. Et donc, on lui explique que c'est un immeuble et il décide très petit qu'un jour il va y habiter. Il s'agit de l'immeuble Liberté, dans lequel il va vivre, voilà, et dans lequel il va. Et par la suite, tu vois, il y a plein de choses comme ça que je trouve ça complètement fantastique. On dirait un roman parce que l'immeuble, enfin l'appartement dans lequel il a vécu, il y a un projet de le transformer en musée. Ça va être le mini musée et tout ça, je trouve ça, voilà. Non, mais mettons à côté. C'est romanesque. Tout ça, voilà. C'est le vêtement, c'est le geste, c'est l'attitude. Donc tu passes de comme ça, gamin avec 10 frères et sœurs à Fès à médaille d'or du mérite décerné par le pape Jean-Paul II en 2004. Oui, cher monsieur. Le Grand Prix humanitaire de France 2006, en passant par des démêlés avec Hassan II où il y a eu une période de disgrâce assez dure. Le mot où tu l'as utilisé, c'est romanesque. Voilà, c'est romanesque. Non, et puis c'est chouette parce que déjà dans les années 60, il me semble, il entend parler. Bon, déjà il se fait remarquer par le Manjra, les Kankhadam Fla RTM, qui donc lui confirme son talent et lui dit que voilà, qu'il a du talent, etc. Et donc il décide dans les années 60-70 qu'il se met Halim Hafid en Égypte et qu'il considère comme rival direct. Donc il va s'installer en Égypte quelques années pour le concurrencer directement. Donc il y a ce côté vraiment, je trouve, flamboyant. Je crois que c'est vraiment. Non, mais c'est pour ça que pour revenir au dérapage sur 2M et sur J'ai inventé le rap, pour moi c'est quelqu'un qui a joué ce personnage comme ça avec son arrogance et tout ce que tu veux, mais il l'a construit comme ça, et c'était juste une étape de trop qui est tombée à l'eau, mais beaucoup de passages de sa carrière relèvent de la même stratégie de je m'impose, je sors les yeux, je parle de moi à troisième personne, je mets en scène mes apparitions avec tu sais le look toujours très élégant, souvent le smoking, les costumes, l'écharpe par-dessus, voilà, etc. Donc oui, et puis tout ça mis de côté, pourquoi je l'ai choisi comme icône, moi en tout cas, parce qu'il y a des personnages comme ça, même quand on ne s'intéresse pas à leur musique, elle vient à nous, qu'on le veuille ou non, et je trouve que ça aussi, ça a soit un statut d'icône. Et pour donner un exemple complètement personnel, dans ma famille, par exemple, mes parents avaient des goûts musicaux complètement opposés. Mon père était plus anglophone, plus jazz, plus blues, etc. Ma mère plus variété francophone. Et c'était avant le Covid. Non, c'était bien avant. Ils n'avaient pas perdu le goût, en fait. Non, bien avant. C'était bien avant. Je parle vraiment de mon enfance. Je parle de mon enfance, et c'était l'un des rares, quand on entendait une musique de Kali, c'était les rares chansons qu'ils entonnaient à l'unisson, et qui, moi, me... Il n'y a pas que lui, hein. Vraiment, mais maintenant que tu m'en parles, en fait, ça me renvoie à ma propre jeunesse, et c'est vrai. Dans une famille, nous avions tous des goûts relativement éclectiques en musique, mais tu avais comme ça des icônes quand elles arrivaient. Dukhali. Voilà, ça chantait à l'unisson. Et tu connais par cœur, en fait. C'est presque des... Latifa Rafat. Naïma Samih. C'est ça, voilà. C'est des gens, effectivement, que tu mettrais pas spontanément, que tu n'irais pas chercher. Mais quand ça tombe, c'est là. Tu arrêtes pas. C'est ça. Et tout le monde écoute. C'est l'effet de la chaîne unique aussi. Non, Si, c'est l'effet aussi de la chaîne unique. C'est l'effet que tu avais aujourd'hui. Il n'y avait pas une radio unique. Non, mais le samedi soir, enfin, je sais pas comment. Oui, il y avait énormément de familles marocaines qui étaient réunies devant ce qu'on avait, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient Salah al-Fini al-Kobra. Il y avait. On avait une vie qui était beaucoup plus rassemblée autour de ces icônes, parce qu'on n'était pas dans une mode de consommation de la culture éclatée comme aujourd'hui, où chacun a son téléphone et on est rarement devant la télé à tous regarder la même chose. Mais à l'époque, c'est comme ça qu'on a grandi. Donc c'était transgénérationnel. Donc tu avais il n'y a pas de télécommande, il y avait une seule chaîne, donc tout le monde la regardait. Si, il y avait une télécommande, en général, c'est le plus petit de la famille. non, exactement. Non, mais voilà. Je sais pas pourquoi, puisqu'on parle de ces détails, il y avait une technique aussi à taper la télé, Oui, mais je sais pas, c'était les tubes catholiques. Ça, bon, bref. Ça, j'ai pas connu ça. Mais oui, c'est un podcast préhistorique. Grand personnage, en tout cas, je pense, de la musique capable marocaine. De séduire les fans de jazz et de variété française à Agadir, et les fans de métal à Casa, et Emin Rahmouni qui est fan du WAC. Donc voilà. Et merci. Mais toi, alors, dans l'histoire? De quoi?
Il a séduit tout ce beau monde et toi dans l'histoire? Non, moi les chansons je les connais. Moi j'aime beaucoup. Non mais j'aime beaucoup Eitman Sbar parce que je trouve qu'il y a une dramaturgie dans cet amoureux éconduit qui attend et qui répète comme ça. Non mais c'est vrai, il y a un côté vrai. Eitman Sbar. Oui, voilà, exactement. Non, il y a quelque chose de touchant dans ce personnage parce qu'il avait l'air triste comme ça sur scène. Il y avait un côté un peu dramatique. Que je n'ai jamais vu sourire. Voilà, un côté un peu dramatique. C'est vrai. On dirait que. Et en termes d'interprétation, ça marche très bien. Après, je ne vais pas te cacher que j'ai plus de mal avec J'ai inventé le rap, mais effectivement, tu as été suffisamment convaincante pour le verser au dossier. Je trouve que tu as omis un petit peu, si je puis me permettre, la rivalité, affirmée ou pas, entre lui et Belkhiat. Parce qu'on a grandi avec. Je serais incapable de te dire s'ils ont évolué dans les mêmes sphères et au même moment. En tout cas, moi, j'ai grandi avec les deux. Alors ça, ouais. C'est un truc bicéphale, tu sais, on va dire l'héritage musical de l'époque, trusté par les deux têtes pensantes. Pas faux. Et c'est comme le Wak et le Raja. Je pense que l'un ne pouvait pas aller sans l'autre. Non. Il me semble que Abdelhab est plus jeune, mais je ne suis pas sûre. J'ai En l'impression. tout cas, ils sont sur la même génération. Oui, c'est ça. Et tellement qu'on les confondait. C'est-à-dire, parfois, tu pouvais avoir la tête de l'un et mettre le nom dessus, et inversement. Non, mais ça, c'est naturel. Ça, j'ai une théorie là-dessus. C'est un peu naturel. Quand tu as deux artistes de taille comparable, dans la tête du public, ça devient l'un ou l'autre, et ça devient et parfois clivant malgré et parfois eux. même les Beatles et les Stones, c'est le cas le plus typique. Ils n'avaient aucun problème entre eux, ils jouaient de cette rivalité pour faire monter justement. Il n'y avait pas le buzz à l'époque, mais c'est un peu ça. Michael et Prince, même si c'est pas tout à fait la même chose, oui, effectivement, oui. C'est-à-dire que dans la tête des gens, voilà, dans la tête des gens, ça va. Blur et Oasis, ils ont quasiment sorti les singles le même jour. Les Beatles et les Stones ont fait ça aussi. Le même jour. Oui, le même jour, juste pour voir les chiffres et pour créer le buzz avant le buzz. C'est de l'émulation aussi peut-être. C'est de l'émulation, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. C'est de l'émulation pour ça te surpasser. C'est pas forcément négatif. C'est pas forcément réel. Ça peut être fantasmé dans la tête des gens qui regardent et qui estiment qu'il faut les opposer. Je sais pas s'il y a une vraie opposition derrière tout ça. Aucune idée. Et en tout cas, c'est bien un peu d'opposition aussi. On n'est pas chez. Il faut l'accepter. Ouais. Merci beaucoup. Merci Amine. Merci Reda. Merci Moula. C'était un plaisir. Produit avec le soutien de la MDJS.